Bonsoir à toutes et tous, bienvenue au journal. Une cohésion interforce prometteuse pour l'avenir de la lutte contre les fraudes douanières. C'est l'horizon qui se dessine à l'issue de la première mission conjointe des douanes béninoises et nigérianes effectuée avec le renseignement géospatial. Ces technologies ultra-modernes permettent de préserver une surveillance accrue des frontières grâce à l'appui de la coopération japonaise. Wilfried Léandre Rungweji en mission continue d'explication des premières mesures dites sociales du gouvernement Wadani. À l'étape du plateau, les jeunes du département ont accueilli dans la commune chef-lieu Pobet pour des échanges élaborés sur la gratuité de l'école pour les filles et les mesures liées aux urgences vitales dans les hôpitaux publics. Plus de 6000 relevés de notes à distribuer au collège d'enseignement général Le Nokoué de Cotonou à des candidats reçus ou non au baccalauréat de cette année. La cour du collège était pleine de rangs interminables ce matin, premier jour de l'opération de 48 heures. Des candidats du littoral et de l'Atlantique en bonne partie sont attendus dans ce centre. Pour la première fois en Afrique, l'Organisation mondiale des douanes, avec l'appui conjoint de la coopération japonaise, a permis aux administrations du Bénin et du Nigeria de se frotter aux outils ultra-modernes de renseignement géospatial. Cette initiative met ces outils au service de la lutte contre les fraudes douanières. Cela favorise le renforcement de la surveillance des frontières et l'optimisation des interventions sur le terrain. Virgile Acholéon pour les détails. Le renseignement géospatial intègre désormais et de façon irréversible les techniques de lutte contre la fraude transfrontalière en Afrique. L'opération Géocontrôle, organisée pour la première fois sur le continent, en est l'illustration vivante. Pendant 3 jours, le Bénin et le Nigeria ont expérimenté les outils de renseignement géospatial au cours d'une opération douanière conjointe dont la finalité est de renforcer la surveillance des frontières, d'affiner la détection des activités illicites et d'optimiser les interventions sur le terrain. Les enjeux, c'est pouvoir anticiper parce qu'il faut partir des données concrètes en termes de saisie, en termes de position des administrations, des unités de contrôle, etc. Faire une analyse en amont pour pouvoir déployer de façon efficiente les équipes sur le terrain et rentabiliser également les ressources dont on dispose. Ça rend le contrôle plus efficace. Pour réaliser des performances douanières évidentes, les douanes africaines doivent désormais miser sur l'innovation technologique. C'est d'ailleurs la raison d'être de cette opération qui a mobilisé des drones, des gyrocoptères, des systèmes de cartographie numérique et des outils de renseignement géospatial associés à une analyse avancée des risques. Elle traduit la volonté des deux États de renforcer leur coopération face aux défis liés au trafic transfrontalier. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir en dehors des équipements modernes, notamment les drones et les gyrocoptères, une cohésion interforce qui nous permet d'aller plus loin. Et si nous maintenons cette dynamique en travaillant encore et encore sans désemparer avec la culture de l'intégrité comme valeur cardinale, je crois que le meilleur est à notre portée. Dans un environnement commercial de plus en plus complexe et fondé sur les données et le renseignement, les administrations douanières se doivent d'utiliser des équipements modernes et c'est tout l'enjeu de l'opération Géocontrôle. Le savoir-faire béninois au-delà des frontières célébrées et qui séduit. Une mission centrafricaine a posé ses valises à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à Cotonou ce week-end pour s'abreuver. C'est une mission venue dans le cadre du projet centrafricain d'investissement et de compétitivité des entreprises pour l'emploi. Les membres de la délégation s'imprègnent des programmes qui dynamisent le secteur privé au Bénin pour des partages d'expériences avec la chambre consulaire béninoise. Et puis, dans cette dynamique, la délégation centrafricaine a effectué quelques jours avant l'étape de la CCI Bénin une immersion à SMS City. Au terme de la visite, le chef de la délégation s'est confié à nos reporters sur les acquis et les enjeux de la mission de partage de bonnes pratiques en matière de transformation économique. On l'écoute. Au niveau de SMS City, nous avons donc appris beaucoup de choses. Nous avons compris que SMS City, c'est un grand laboratoire qui va donc créer un pôle que je dirais pas uniquement pour le Bénin, mais c'est un pôle régional, voire même
continentale a écouté parler les responsables qui nous ont présenté la structure. Que fait Semicity au Bénin jusqu'à ce jour? Et l'objectif, c'est quoi? Parce que le paradigme en ce jour, maintenant, la République centrafricaine, dans son action publique, veut donc aller vers une transformation radicale des fondamentaux de l'économie. Et qui dit fondamentaux, il faut naturellement un accompagnement du secteur privé, un accompagnement pour nous permettre donc d'aller vers une croissance durable et inclusive. Et c'est pour ça que les PME également sont accompagnés dans cette mission. Et l'objectif, c'est de nous imprégner, de nous approprier des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques devraient nous permettre de monter notre stratégie afin donc d'accompagner naturellement la mise en œuvre de notre plan national de développement qui a donc été adopté et présenté lors de la table ronde de Casablanca au mois de septembre 2025. Le gouvernement poursuit sa politique de proximité avec les populations. Le ministre porte-parole du gouvernement est allé à la rencontre des Béninois du département du Plateau à Pau-Baye ce week-end. Wilfried Léandre Ngwedji a abordé la gratuité de la scolarisation des filles jusqu'en classe de terminale du secondaire, les soins d'urgence vitale rendus gratuits, sinon rendus en urgence à prendre en compte avant tout paiement, les mesures d'accompagnement des producteurs agricoles et les perspectives d'emploi pour les jeunes des 5 communes de ce département. Ils étaient sortis nombreux pour l'écouter. Reportage. À Pau-Baye, sur la terre qu'il a vu grandir, Wilfried Léandre Ngwedji, face à une population venue massivement les côtés, a développé les nombreuses mesures sociales du gouvernement en faveur des différentes catégories sociales. Le gouvernement a pris quelques décisions et je suis là pour vous les expliquer et prendre vos questions pour approfondir les explications si nécessaire. La démarche, c'est pour que nous ayons la même compréhension. Que personne ne vienne nous dire le contraire de ce qu'on doit comprendre, ou bien ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux qui n'est pas vrai, que personne ne nous fasse croire que c'est ça. En sortant d'ici, chacun sait désormais ce qu'il se fait et chacun sait aussi ce qu'il peut faire en plus pour aider à ce que la ville, le pays se transforme. Des points de vue ont été croisés autour des grands défis du département. Pourquoi ne pas opter pour la gratuité de l'école au niveau des garçons de la 6e en 3e pour que nos jeunes garçons qui désertent l'école et qui s'attachent au Nigeria nous reviennent. Pour Pau-Baye ici, on a des facilités pour faire la contrebande. On nous a demandé de mettre un peu au niveau de la douane pour que cela contribue à la réalisation des projets du gouvernement. Il a parlé également au niveau des agriculteurs, où il a parlé des 4 produits importants qui sont subventionnés, surtout le coton d'abord, et il y a une prime de 10 francs par kilogramme au niveau des producteurs, et d'autres 3 produits, et là c'est pour la transformation agroalimentaire. Moi je suis enseignant du supérieur, je suis un docteur en agronomie, donc je pense que ce domaine, ce secteur est tellement vital. Le ministre n'a pas dit qu'il est pressé, il a laissé tout le temps, il est entré dans la population, il a fait une immersion terrible, qu'ils reviennent, et que d'autres ministres aussi du gouvernement reviennent pour s'entretenir avec elle. Ces échanges ouvrent de meilleures perspectives pour l'avenir des 5 communes du plateau. On revient sur la clôture de l'atelier scientifique sur la réalité de la médecine endogène béninoise. La rencontre a été organisée par la Faculté des sciences de la santé de Cotonou et ses partenaires sous le parrainage de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Après 2 jours d'intenses échanges et de réflexions, les travaux de cette rencontre se sont achevés sur une note de satisfaction générale pour des propositions dans le sens d'une véritable collaboration entre la médecine traditionnelle et celle conventionnelle. Ouliat Sanoussi et Simon Roulon. L'atelier scientifique sur la médecine endogène béninoise prend fin ici à la Faculté des sciences de la santé. Satisfaction pour les organisateurs, dont l'idée de faire travailler ensemble les acteurs de la médecine moderne et celle traditionnelle franchit un grand pas. Les objectifs ont été atteints. Quand les médecins traditionnels ont parlé, ils ont vu le succès dans ce qu'ils font.
C'est vrai qu'il y a certains médecins qui voulaient un peu contredire, mais ce n'est pas le moment de commencer à s'opposer, mais plutôt à prendre ce qui est bien chez chacun. Pendant 2 jours, les acteurs de ces 2 secteurs ont discuté, se sont posés des questions les uns aux autres et ont apporté des réponses. Et ça augure de tout ce qu'il est possible de faire au Bénin pour la médecine traditionnelle et la médecine moderne dans l'intérêt des populations. C'est une très belle initiative et cette initiative, si ça peut être renouvelé, ça va permettre à la médecine traditionnelle et la médecine moderne de passer sur le pont que le président de l'ARS est en train de construire. Occasion pour le doyen de la FSS de remercier tous les partenaires qui ont accompagné cette initiative. En organisant une telle rencontre pour un dialogue entre les 2 médecines, la FSS vise également un autre objectif. Le projet sur lequel la faculté travaille et dans lequel rentre cette conférence, c'est l'ouverture d'une filière de formation diplômante. Je sais qu'il y a des fédérations, mais nous avons besoin à la FSS d'avoir en face de nous un ordre, ou tout au moins des personnes validées par le ministère qui viendront enseigner dans ces formations. Le président de l'ARS compte donc sur la capacité individuelle et collective des acteurs de restaurer la médecine traditionnelle béninoise et de faire de sa pleine intégration au système sanitaire national une réalité. De santé, les étudiants en médecine ou en pharmacie et autres acteurs qui ont pris part à cet atelier sur la médecine endogène en apprécient la portée. Quelques-uns d'entre eux parlent ici de la plus-value de cette initiative. Mes attentes sont comblées parce que la question de la médecine traditionnelle, c'est une réalité inhérente à notre quotidien. C'est une première fois on met dans une même salle les médecins modernes, les praticiens, les chercheurs, les pharmaciens et bien d'autres personnes pour discuter de la médecine traditionnelle béninoise. Et ça, c'est ce qui devait être depuis des années. Mais il n'est jamais trop tard. C'est l'occasion pour nous de créer cet écosystème pour travailler ensemble pour le bien-être de la population béninoise. Il y avait des stéréotypes en ce qui concerne la médecine traditionnelle, la médecine moderne, mais des jours d'ateliers scientifiques que nous avons fait a permis à chacun de rester un peu dans son couloir, de savoir où ses limites, ses compétences, et solliciter l'autre lorsqu'il y a des problèmes, lorsque les problèmes que nous rencontrons dépassent notre compétence. Je pense qu'au sortir de cet atelier, nous allons travailler ensemble avec les médecins. Et je demande aussi aux médecins, comme nous avons discuté ensemble, que la collaboration soit franche. Ce que nous cherchons, ce n'est pas montrer qui nous sommes, mais c'est les résultats. Permettre à nos populations de bénéficier des soins de qualité et on ne peut que combiner les deux pour avoir ces résultats. En organisant cette conférence, c'est une manière de dire que nous sommes prêts, surtout lorsque à la fin de la conférence, le doyen dit clairement qu'il sera question demain de monter des programmes qui pourraient donc intégrer des matières de telle façon que les nouveaux sortants ou sortis de la médecine puissent percevoir la médecine traditionnelle comme un pas important pour le traitement de ceux qui sont malades. Ça, c'est très important. Éducation maintenant, à proprement parler. Les candidats inscrits au baccalauréat de juin dernier procèdent déjà au retrait de leur relevé de notes partout au Bénin. Pour les candidats admis ou non qui ont composé dans les 13 centres de composition situés le long de l'axe Godomain-Ouida-Tori dans Abomey-Calavi et environ. L'opération se déroule sur 2 sites de distribution depuis ce matin. L'un d'entre eux, c'est bien le collège d'enseignement général Le Nokwe de Cotonou, où une équipe de notre rédaction a effectué une descente. Candide Ouinto pour le point. Plus de 6000 relevés à distribuer ici sur le site du CEG Le Nokwe après les phases de composition, de correction et de délibération. Les candidats admis ou non peuvent enfin entrer en connaissance de leurs notes et moyennes. Comme vous le voyez sur la cour du CEG Le Nokwe ici, les candidats admis et refusés sont tous là pour retirer leur relevé. C'est une opération qui va durer 2 jours. Il y a une répartition, certains viendront ici, c'est ceux qui
notamment se trouvent dans les environs du CEG-Nokoué. Les autres qui sont dans les environs de Ouida vont se référer au CEG1 de Ouida pour le retrait de leurs relevés. Alignés en rang devant plusieurs postes de distribution, ces candidats, admis ou non, munis de la pièce d'identité et convocation, procèdent donc au retrait de leur relevé de notes et à la fin du processus, les visages sont soit joyeux ou un tout petit peu serrés. Les matières dans lesquelles j'ai l'habitude de travailler, ça n'a pas donné. J'étais un peu surpris aussi, très déçu. Bon, j'ai remarqué qu'il y a eu quelques erreurs au niveau de la composition, mais ça va. Je suis satisfaite. Et assez bien, 12h95. Cette opération de retrait de relevé se poursuit ce mardi 21 juillet 2026 ici au CEG Le Nokoué, tout comme au CEG en Ouida. Et ces candidats qui n'auraient pas réussi à retirer ce précieux sésame devront se rendre à la direction de l'Office du bac pour le faire. Le programme d'appui à l'égalité de genre, le PAEG, outille 200 autres femmes des départements du nord du Bénin et du centre. Après une première cohorte formée et certifiée en juin, les bénéficiaires de cette nouvelle vague du programme qui fait de la femme une actrice majeure de la gouvernance publique reçoivent elles aussi leurs attestations de fin de formation. L'initiative est financée par la coopération suisse en appui au gouvernement béninois à travers le ministère de la Famille, Epiphane Chabi et Socrate Dantale. Après une première vague de 200 bénéficiaires ayant reçu leur attestation en juin dernier, le programme d'appui à l'égalité de Jean PAEG poursuit la célébration des acquis de sa première phase. Ce vendredi, près de 200 autres femmes venues des départements du nord et du centre du pays ont à leur tour reçu leurs attestations de fin de formation. Durant 36 mois, elles ont bénéficié d'un programme de renforcement de capacités axé sur le leadership politique féminin avec pour ambition d'accroître la participation des femmes aux instances de décision et à la gouvernance publique. Nous voulons célébrer dans cette salle une fierté, mais nous voulons que les personnalités qui sont ici présentes aussi soient les porte-paroles de la voix du développement au Bénin en ce qui concerne la participation des femmes. Elles veulent juste que ça se renforce. Elles veulent juste que des pères, des frères, des responsables de partis politiques leur fassent un peu de place. Financé à hauteur de 4,2 milliards de francs CFA par la coopération suisse en appui au gouvernement béninois, avec la contribution de plusieurs organisations de la société civile, le programme enregistre déjà des résultats probants. Les résultats sont porteurs d'espoir. Le programme a notamment contribué à l'émergence de la plus jeune femme élue députée, mes hommages. Cette réussite illustre le potentiel immense qui existe lorsque les mécanismes d'accompagnement, de mentorat et d'inclusion fonctionnent efficacement. Les pensionnés que nous recevons aujourd'hui ne sont pas une récompense, ils sont une responsabilité. Ils ne marquent pas la fin de notre parcours, ils marquent plutôt le début de notre mission. J'en appelle donc à toutes mes sœurs récipiendaires. Investissons-nous pleinement dans nos partis politiques. Osons porter nos candidatures, osons diriger et surtout, osons décider. Je vous invite à poursuivre votre apprentissage, à entretenir des liens de solidarité tissés durant cette formation, à mesurer persévérance face aux difficultés et à continuer de servir votre nation avec compétence, responsabilité et engagement. Présent à cette cérémonie, l'honorable Ama Ganseb a précisé que le PAEG constitue un important levier de promotion du leadership féminin au Bénin. Elles ont été suffisamment formées et aujourd'hui, elles peuvent discerner le soutien à la mise en œuvre des politiques publiques au profit de l'État, du rôle qu'elles doivent jouer dans leurs foyers respectifs.
C'est très intéressant et c'est ça qui m'intéresse surtout. La cérémonie a été marquée par la remise des attestations, la distinction des partenaires et une photo de famille. Connaissez-vous le jeu d'échecs? C'est avec ce jeu séculaire qu'on va finir cette édition. Jeu né en Inde avant les années 600, donc vieux de plus de 15 siècles déjà, mais qui continue de séduire dans le monde entier. À l'occasion de la journée mondiale du jeu d'échecs, célébrée aujourd'hui même, lundi 20 juillet, Brice Menaï Deogracias et Simon Roulonou sont allés à la rencontre d'un club de ce jeu à Cotonou. Les jeunes passionnés y cultivent des qualités qui dépassent largement le cadre d'un simple jeu. Suivez leur reportage. Poignée de main avant chaque affrontement, en signe de fair play, la partie peut commencer. Né vers le 6e siècle en Inde, le jeu d'échecs a traversé les époques et les continents pour s'imposer aujourd'hui comme l'un des jeux de stratégie les plus pratiqués au monde. L'objectif est de mater le roi, mais comment on joue? Nous avons les pions qui se déplacent à l'ouverture de 2 cases ou d'une seule case, et pour capturer, ils doivent être face à leur adversaire, mais ils ne peuvent pas capturer dans leur sens de déplacement, et capturent en diagonale avant. Mais derrière l'apparente simplicité du matériel, se dissimule un jeu d'une redoutable profondeur. Pour ces jeunes joueurs, les échecs sont bien plus qu'un simple passe-temps. Naturellement, je suis passionné du jeu, donc ça fait quasiment 5-6 ans que je joue aux échecs maintenant. Dans la vie réelle aussi, le jeu d'échecs permet de mûrir ses réflexions avant de prendre certaines décisions, mieux se comporter et avoir toujours la mentalité de gagnant, même dans la vie réelle. Réflexion, créativité, sens tactique, autant de qualités que cette discipline permet de cultiver et qui s'avèrent précieuses dans les défis du quotidien. Ce n'est pas juste un jeu, c'est aussi un outil d'apprentissage, mais également un outil d'amélioration des capacités des enfants au niveau scolaire. Et c'est justement pour ça que nous avons intégré le programme échiquier à l'école, dans les écoles ou dans certaines écoles. Ça permet de développer la concentration, la faculté d'anticipation, autant au jeu que dans la vie réelle. Et ça permet aussi de pouvoir résoudre des problèmes un peu plus complexes, étant entendu qu'aux échecs, c'est toute une question de stratégie, de combinaison, de tactique. Pour tout le monde, autant pour les enfants, pour les jeunes que pour les adultes, vous pouvez jouer de 7 à 77 ans, même à 80 ans. On a eu des tournois ici où des gens de 70 ans sont venus, ils ont joué. La plupart du temps, les gens le voient comme un jeu très sélectif, très élitiste. Oui, c'est vrai, ça l'est. Mais en même temps, rapprochez-vous des clubs d'échecs. On vous donnera la passion et l'amour du jeu et sans doute une certaine manière de vivre. Sur l'échiquier, chaque coup façonne un joueur plus patient, plus stratège. Une leçon de vie que les joueurs s'approprient partie après partie. Car non seulement les échecs sont le roi des jeux, mais ils demeurent aussi le jeu des rois. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h, vous le savez, c'est l'info continue. À suivre ce soir, la lutte contre la pollution environnementale. Attention, on urine plus partout. C'est l'intitulé de l'émission avec Armand Videgla et Stéphane Arinou-Rossou. Merci de prendre le programme.